Changer le monde dans de bonnes ondes. Faites rimer bonheur et conscience pour plus de sens. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde. Le nôtre, mais en mieux. Et si on pensait le monde autrement? Suivez le flow pour rester à flot. Changez le monde dans de bonnes ondes. Aujourd'hui, suite de notre édition spéciale Vous avez dit féministe en 3 actes. Acte 2, les femmes et l'entrepreneuriat. Vol en duo avec Isabelle Montigny-Jonas, fondatrice de la Liberté d'être épaulée, entreprise aidant les femmes à gagner en responsabilité. Après avoir gagné leurs droits politiques et civiques, première vague, les femmes ont accédé à une mise à égalité professionnelle, deuxième vague. Et même si la troisième voit un réajustement social se faire, la place de la femme dans l'entrepreneuriat et dans la politique n'est pas encore bien assise. Dans les années 60, Alice Rossi, une des fondatrices du mouvement Now, lançait un appel aux femmes. Revendiquons notre différence identitaire pour en faire une arme politique et morale. Et oui, la femme a le droit de développer complètement son potentiel humain et doit être soutenue activement dans cette démarche, afin qu'elle puisse jouir de l'égalité des chances et de la liberté de choix. Même si l'on a longtemps entendu et accepté l'idée selon laquelle l'homme s'épanouirait à l'extérieur et la femme à l'intérieur. Le naturalisme fustigera sans doute cette volonté de prise de pouvoir personnel du féminin dans le monde des affaires et les champs décisionnels. Qu'importe. La société est mouvante et les femmes y ont leur place en tant qu'actrices de sa constitution, au-delà de sa place de mère ou de femme au foyer. Il ne s'agit nullement d'une lubie ou d'un désir futile. Cet appel à l'entrepreneuriat ou à l'accession à des postes décisionnels clés sont souvent un appel de l'intérieur qui pousse à lever les barrières. Et j'en sais quelque chose, je suis passée par là. En France, on soutient peu l'entrepreneuriat au féminin. On ne prend pas en compte les besoins de ces femmes qui ont vécu la maternité, même si leurs projets entrepris ont une réelle valeur ajoutée pour la société, pour le monde ou pour l'avenir. Tu veux être entrepreneur, femme d'affaires, politicienne? Fais comme les hommes avant toi. Oui mais non. Ce formatage patriarcal ne correspond nullement aux aspirations des femmes d'aujourd'hui qui recherchent l'équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Alors les femmes s'organisent entre elles pour s'épauler dans leur démarche ambitieuse. Elles se donnent les moyens. Et pour affiner ce sujet, j'ai le plaisir de vous emmener dans ce vol en duo avec Isabelle Montigny-Jonas qui accompagne les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat et de la politique. Elle nous explique son parcours et nous donne quelques clés essentielles. Bonne écoute! Let's go! Let's go! Bonjour Isabelle. Bonjour Kathleen. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce podcast pour ce vol en duo. Non mais vraiment ravie de te retrouver ici. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, expliquer qu'on s'est rencontrés il y a à peu près 2-3 ans à Angoulême lors d'une formation sur le leadership au féminin. Une formation qui m'a profondément appelée quand je l'ai vue. Et lors de ces 2 jours de formation, j'ai vraiment pris conscience de l'inéquité persistante qui existait entre hommes et femmes encore dans notre société. Et je me suis aussi rendu compte que cette inéquité passait encore inaperçue parce qu'elle était vraiment banalisée. C'est vrai que tu soulignes lors de ces 2 jours de formation des choses qui sont tellement banales qu'on ne le voit plus. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite dans ces formations à garder en tête les lunettes bleues que je vous montre en vous disant regardez votre monde et celui dans lequel vous infusez depuis que vous êtes toute petite, mais en chaussant ces lunettes bleues, les lunettes du genre, et rendez-vous compte des messages qui vous sont envoyés et surtout de ce que vous avez intériorisé. Ouais. Voilà, et ça a été très très fort.
C'est génial de l'entendre et de te voir me dire ça. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller vers une libération. C'est-à-dire que si je vous amène voir tout ça qui est pas si facile en fait à voir en face, c'est surtout pas pour déclencher de la colère, c'est pour déclencher de la bienveillance vis-à-vis de soi, et c'est pour déclencher une forme de libération. Voilà, se libérer des stéréotypes, se rendre compte à quel point on les a intégrés nous-mêmes, et donc moi comme les autres. C'est-à-dire que même si maintenant je suis consciente de plein de choses et que je suis en capacité d'ouvrir les yeux des autres femmes, en tout cas je l'espère la plupart du temps, sur ces points-là, je peux aussi moi-même en être imbibée. Et puis on parle des stéréotypes de genre, mais il y a bien sûr plein d'autres stéréotypes qui existent, qui sont liés, voilà. Mais ce qui était vraiment étonnant, lors de ces 2 jours, ce qui a vraiment été étonnant, c'est avoir conscience de l'inconscience, en fait. Et ça a été extrêmement fort, en tout cas pour moi. C'est pour ça aussi que je suis ravie de t'accueillir dans cette série, en fait, qui concerne le féminisme et justement la place des femmes et des hommes dans notre société actuelle. Il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup interpellée lors de ces 2 jours d'atelier. On était donc toutes réunies en tant que femmes entrepreneurs qui lancions nos projets professionnels. Il y avait quand même des problématiques communes, exactement, entre nous toutes. C'est malgré la foi qu'on avait dans nos projets, c'est ce manque de confiance et de légitimité à prendre notre place. Voilà. Et tu étais là aussi pour ça, pour nous aider à gagner en confiance. Après, j'ai adoré l'élan solidaire qu'il y a eu lors de ces 2 jours de formation et qu'il y a dans ce genre de formation entre femmes entrepreneurs, parce qu'on a vraiment toute cette problématique de légitimité, de prendre notre juste place dans le milieu professionnel, surtout quand on n'a pas de mentor. Souvent aussi, on n'est pas forcément épaulé par l'entourage, qui ne comprend pas forcément les choix audacieux que l'on peut faire. C'est sortir de sa zone de confort, se mettre en insécurité parfois financière et matérielle. Il nous en faut sous la semelle. Honnêtement, c'est vraiment la foi qui nous pousse à agir. Mais c'est vrai que cette confiance galvanisée par les autres femmes est ultra importante, ce soutien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi trouvé lors de ces 2 jours de formation. Et c'est quelque chose qu'on arrive à déclencher en fait de façon très très simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacune se rend compte que ces empêchements ne sont pas dus à ses propres faiblesses ou ses propres failles, mais qu'en fait tout ça est partagé. Donc partagé avec des femmes pour ce qui est de tout ce qui nous est envoyé en termes de stéréotypes et de quelle est notre place, mais aussi partagé en tant que femmes entrepreneurs. Et je trouve que le fait de faire ces formations-là en invitant uniquement des femmes, ça permet d'aller plus vite et de pouvoir aller plus vite, plus facilement, dire « Ah oui, moi j'ai peur de faire ça » ou « Moi j'ai eu telle question, sur mes prix, j'ose pas les augmenter » ou « Oui, quand je suis allée à la banque pour emprunter, j'ai demandé 20 000 parce que j'ai fait vraiment au minimum, etc. » Alors qu'en fait, on peut faire beaucoup mieux. Et on se rend compte que ça, c'est commun à toutes. Et une fois que ça, c'est vraiment compris, je pense qu'il y a quelque chose qui est dépassé aussi en soi. Et il y a aussi, encore une fois, cette forme de bienveillance qui peut arriver pour soi-même, c'est-à-dire de se dire, au lieu d'être toujours dans cette petite voix que certaines appellent, je crois que la dernière fois dans un atelier, elles l'ont appelée Brigitte. Bon, bref, elle s'appelait Brigitte ce jour-là. Cette petite voix qui va dire, mais non, tu n'es pas assez si tu es trop ça. De la faire taire et de se dire, oui, là, effectivement, j'ai pas osé faire telle chose. Ça arrive, j'y arriverai la prochaine fois. Et c'est pas grave, je vais pas commencer à me raconter que non, je ne suis pas capable. Voilà, donc le droit à l'erreur, exactement. Vaste sujet. Du coup, pour entamer ce vol ensemble, après cette petite introduction, j'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours, parce qu'aujourd'hui, donc, tu es à la tête de ton entreprise qui s'appelle La Liberté d'être épaulée, qui accompagne, donc, qui aide les femmes en responsabilité à gagner en confiance. Et du coup, je pense que ce serait intéressant pour nous tous d'entendre ton chemin, enfin d'écouter. Tu vois, on en parlait. Je pense que ce serait très intéressant pour nous tous de comprendre ton cheminement, ce qui t'a amené à créer ton entreprise et à te présenter au travers de ta propre voix. Oui, ouais. C'est vaste effectivement. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel.
Pour faire court, j'ai commencé par avoir une carrière, on va dire, classique, avec des bonnes études, une bonne école, et puis après de bons postes. Tu as fait des études de quoi? De commerce, une école de commerce. Et puis j'ai fait plusieurs postes et je suis arrivée dans un institut d'études marketing dans lequel je suis rentrée en tant que chargée d'études. Et puis petit à petit, en fait, j'ai fait beaucoup de postes dans cette entreprise, aussi bien au niveau managérial qu'en transversal, en fait, en horizontal et en vertical, on va dire. Et j'étais directrice générale, puisque cette entreprise, j'ai eu de la chance, elle a explosé, on a beaucoup grandi, j'ai grandi avec elle. J'étais directrice générale et j'avais 40 ans. Et je me disais que je ne savais pas quelle allait être la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que je pouvais faire de plus, moi qui ai besoin de changement, qui ai besoin d'apprendre. Je me disais où je rachète cette entreprise, mais sinon je vois pas comment je peux évoluer plus. Ça, c'était un premier point. Deuxième point, quand on est directrice générale, on est très seul. C'est-à-dire que tant qu'on est encore dans le CODIR ou DGA, y a toujours quelqu'un qui peut décider, et qui est quand même plus exposé. Quand on est directrice, on est directement très exposé. Quand on passe après un fondateur charismatique et qu'on est une femme, qu'on se pense moins charismatique, on se pense aussi moins légitime. Bien sûr, en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est clairement ce qui m'a manqué au moment où j'étais à cette place-là. C'est-à-dire que j'ai réussi à aller jusqu'à ces postes-là en étant toujours dans cette soif d'apprendre, cette envie quand même. Je pense que j'ai pas cette peur à faire quelque chose de nouveau. Au contraire, j'adore ça. Ouais. Donc oser. Voilà, oser. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait naturellement. On me dit bon, tu vas être responsable qualité, il faut passer en version 2000, ISO 9000. Je ne sais pas du tout ce que c'est ISO 9001. C'est pas grave, je vais me former, je le fais, j'y arrive. J'y arrive, on y arrive. C'est quand même du collectif tout ça. Mais bon, voilà, j'en ai pas peur. Donc c'est vrai que tout ce truc-là, je l'ai toujours eu. En revanche, une fois arrivée en tant que directrice générale, notamment au Syntec, ça c'est vraiment quelque chose dont je me souviens, donc arrivée au Syntec avec l'ensemble des représentants des entreprises du même secteur, donc tous des hommes, tous ayant 15 à 20 ans de plus que moi, les seules femmes présentes ou des DRH qui remplacent ponctuellement un directeur général ou une autre qui avait créé son entreprise, mais du coup qui était de l'ordre de 4 à 5 salariés, donc pas du tout la même puissance en fait que les autres entreprises qui étaient là. Eh bien, à ce moment-là, je me souviens très bien que je me suis sentie pour la première fois, mais totalement illégitime. J'avais eu du mal à prendre vraiment ma place autour de la table. Je me racontais que toutes ces personnes étaient forcément, tous ces hommes étaient beaucoup plus forts que moi, connaissaient beaucoup mieux les choses que moi, avaient plus le droit que moi de prendre la parole. Un vrai conditionnement mental, hein. Exactement. C'est pour ça que j'ai envie de le dire, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille à déconstruire tout ça chez les autres femmes. Moi, quand je suis arrivée à ce moment-là, j'avais pas encore la conscience de tout ça. J'ai eu besoin d'enlever d'y travailler moi. Tu réfléchissais au pourquoi du comment, ou c'était comme ça en fait? Non, je me sens pas légitime et puis c'est tout, c'est ainsi. À ce moment-là, ça titillait déjà d'aller comprendre pourquoi. Bien sûr, ça me titillait. De toute façon, il y a, je veux dire, tout ça vient quand même de loin. Depuis toujours, j'ai été, les questions d'inéquité, quelle qu'elle soit. Donc là, on est en train de parler d'inégalité entre des genres, mais toute inéquité, toute inégalité me pose problème de toute façon. T'animais déjà enfant. Voilà, exactement. Même enfant, de toute façon, j'ai toujours été animée par ça. Et après, j'ai une mère qui est très féministe, donc forcément, des années 70, forcément, elle m'en parlait. Et en même temps, je voyais en quoi la tension, je ressentais cette tension interne entre ce qu'elle avait envie d'être et ce qu'elle arrivait réellement à être dans sa vie quotidienne. Et toutes ces tensions et ces choses, c'est ce difficile équilibre à trouver. Et ça, je l'ai ressenti. J'ai pas forcément été capable de trouver les mots pour les verbaliser, mais en tout cas, tout ça, je l'ai ressenti et j'en étais imbibée. Donc, je suis arrivée à ce moment-là qui a cristallisé beaucoup de choses, avec tout ça quand même dans mes bagages. À ce moment-là, je l'ai plus compris comme étant une question d'âge, en fait. Et de légitimité par rapport à la personne que je remplaçais, puisque c'était ce fondateur très charismatique que je remplaçais. Et ce n'est que petit à petit qu'après j'ai compris que c'était autre chose.
et qu'il fallait que je le creuse et qu'il fallait que je le comprenne chez moi. Bon, pour essayer de faire quand même plus court, ce qui s'est passé aussi, c'est que ma fille est née, deuxième enfant. Si j'étais directrice générale à cet âge-là, c'est parce que entre 30 et 40 ans, j'ai énormément travaillé. Donc j'ai porté, comme beaucoup de femmes qui travaillent, cette culpabilité de ne pas m'occuper assez en tant que mère de mon fils. Et puis des choses qui bien sûr m'étaient rappelées aussi par des femmes et parfois avec la meilleure intention du monde. Ma nounou, qui est la meilleure nounou du monde par ailleurs, disait très souvent à mon fils: oh là là, maman n'est pas encore là, tu vas encore passer, c'est vrai, le mercredi maman peut pas être là, mon pauvre, ah mais elle va arriver tard, mon pauvre, c'est vrai, maman n'est pas encore là. Bon voilà, ce qu'elle n'aurait jamais dit bien sûr concernant un papa. Et elle l'a fait de façon totalement inconsciente, puisque c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que tous on est imbibés de ça. Bien sûr. On le passe. J'ai rencontré dernièrement une directrice d'école maternelle qui me disait qu'avant d'être formée aux questions de genre, elle n'avait pas du tout conscience qu'il était problématique qu'elle dise régulièrement: bon, les enfants, c'est la récré, les garçons, vous partez, les filles, vous rangez la classe. Elle faisait ça. Et aujourd'hui, quand elle le dit, elle en a honte, elle se sent coupable. Aujourd'hui, elle fait plein de choses très belles dans son école, mais pourtant, pendant longtemps, elle n'en a pas eu conscience. Donc maintenant, c'était la même chose. Mais du coup, moi, j'ai ressenti ce truc-là, cette tension aussi, cette culpabilité. À la fois, j'étais très heureuse et je m'éclatais dans mon boulot et dans ce que je faisais. J'étais très heureuse et fière de ce que je faisais. Et en même temps, j'avais cette culpabilité. Donc, tout s'accumulait, ces questions de légitimité, ces questions de temps passé avec mes enfants, cette question de mais oui, je fais quoi après? Et finalement, j'ai envie de me prouver quoi d'autre? Et finalement, ce que j'avais envie de me prouver, c'est ok, j'ai réussi à grandir dans un cadre qui avait été déjà posé par quelqu'un d'autre. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de poser moi-même mon propre cadre et de créer mon entreprise. Donc, de toute façon, j'avais cette envie-là. Et c'est vrai que c'est la naissance de ma fille qui m'a fait prendre la décision parce que j'ai eu envie d'avoir plus de maîtrise de mon temps et de lui donner, je crois quand même aussi, des billes sur sa façon de vivre aussi sa féminité. Et j'avais pas envie de lui donner l'image d'une mère tiraillée par plein de choses, ou par le temps qu'elle passait dans son travail, ou aussi parce que j'avais quand même une perte de sens globale aussi dans ce travail-là. T'avais fait le tour finalement. J'avais fait le tour et je voulais pas lui montrer. Pour moi, le travail, ça peut être. Alors, ça vient quand même de la douleur, étymologiquement, mais on peut y trouver aussi un vrai plaisir. Et j'avais pas envie de lui montrer que j'allais au travail entrer dans les pieds. On peut vivre aussi de sa vocation, tu sais. Tout à fait. Après, avant de vivre de sa vocation, des fois, il faut passer par différents postes pour acquérir des compétences et ça fait partie du chemin aussi. Oui, donc, exactement. D'accord. Voilà. Donc la liberté d'être épaulée est arrivée comme ça. Le nom t'est venu tout de suite. Tu t'es dit pas du tout, mais pas du tout, parce que c'est aussi ça que je montre dans les formations sur la posture entrepreneuriale, c'est-à-dire que bien sûr, vu de l'extérieur, on a l'impression que tout ça et le chemin est tout tracé, que tout ça est très clair, alors qu'en fait non, c'est un vrai process. Voilà, c'est un process avec je commence, il m'arrive plein de trucs, j'ai décidé ça, mais il se passe autre chose. Je fais 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Des gens m'aident, des gens ne m'aident pas. Enfin bon, donc c'est vraiment tout un chemin. Oui. Donc je suis partie en me disant je vais créer mon entreprise. Et à ce moment-là, ce que je voulais, parce que quand j'ai été DRH, j'avais beaucoup de mal à recruter des personnes qui parlent correctement anglais, même sortant de très bonnes écoles. Et donc je me disais, en fait, on a vraiment une problématique pour l'apprentissage des langues en France, et notamment de l'anglais. Il faut en faire quelque chose qui soit très, très positif, ludique. Il faut commencer très tôt. Et voilà, j'ai envie de créer un endroit où on peut apprendre l'anglais vraiment différemment. Et j'avais déjà en tête de m'associer, de rejoindre une entreprise qui existait déjà et qui proposait un système de... Je trouve plus le mot là tout de suite, mais c'est-à-dire que la marque est créée, voilà, la marque est créée et en fait toi tu crées ta propre entité. Mais je cherche le mot en plus. Voilà. Ah bon, bref. Donc l'idée c'est, j'avais cette idée-là, je suis partie pour franchise. Une franchise, exactement, c'est ça. J'avais cette idée de partir sur une franchise qui est proposée, qui s'appelle les petits bilingues, et qui propose ça, l'apprentissage de l'anglais pour les enfants. Et puis, je passe, ça n'a pas pu se faire. Et ce qui est marrant, c'est que quand je suis partie,
une personne qui me connaissait très très bien dans l'entreprise, avec qui j'ai quand même bossé depuis le début, m'a dit mais je comprends pas que tu me dises que tu veuilles faire ça, parce que moi je te voyais plutôt créer une école de danse. Et j'ai répondu mais qu'est-ce que tu veux? Et effectivement j'adore ça, la comédie musicale j'adore ça, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai 40 ans, je suis pas danseuse, je vais pas créer une école de danse. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré une femme qui avait fait du marketing et qui pourtant ne s'était pas privée de créer une école de danse, et que rien que le fait de savoir qu'elle avait réussi à le faire, je me suis dit mais c'est dingue, je me suis même pas posée, je me suis même pas donné l'autorisation de penser, ne serait-ce qu'une demi-heure posée devant un cahier, à qu'est-ce qui se passerait, ça voudrait dire passer par quoi, si je voulais effectivement créer cette école qui m'a manqué quand j'étais enfant, parce que j'avais envie de danser, de chanter, de faire du théâtre, et tout ça dans une atmosphère hyper bienveillante et qui soit pas concurrentielle, parce qu'en danse, très souvent quand même, on se regarde un peu les justes au corps, le corps, etc. Il y a beaucoup de jugements. C'est pas facile, comme on arrive aussi dans les salles de sport, hein, parfois entre femmes, c'est pas toujours simple. Et moi, c'est quelque chose que j'avais mal vécu enfant, donc j'avais envie vraiment d'un endroit tranquille où on puisse vivre ça. Bon, je m'étais même pas donné le temps de au moins poser cette question. Ouais, tu t'autorisais même pas l'accès. Pour toi, c'était de l'ordre du rêve, mais exactement. Le rêve, c'est vraiment l'illusion, alors que c'est pas ça. Non, et c'est là j'ai eu besoin. C'est ça aussi qui est important pour moi, c'est de montrer à quel point les rôles modèles sont importants. On en manque aussi en tant que femme. Souvent, quand je forme des femmes élues et que je leur demande qui sont leurs modèles, les personnes qui les inspirent. Oui, parce que tu travailles avec des femmes en politique. En politique l'a pas aussi, expliqué, mais tout à fait. Où on travaille aussi sur la question de confiance et de réussite de ces projets. Et bien souvent, elle me cite Simone Veil. Mais bon, effectivement, Simone Veil, mais qui peut se dire, mais oui, moi je veux être comme Simone Veil. On a besoin de rôles modèles qui sont plus proches. Et cette femme-là, que je remercie, Céline, si tu nous écoutes, elle m'a permis, du coup j'ai su qu'elle existait, je suis allée la rencontrer, elle m'a ouvert les portes de son école, en fait on a travaillé ensemble, ça a été déjà une première expérience pour moi de sororité, hein, on a rien écrit sur le papier, juste elle m'a montré tous ses bilans, elle m'a tout expliqué, moi je lui ai donné des coups de main sur des choses, et ça a été vraiment donnant-donnant. Elle m'a même prêté ses locaux au début quand j'ai lancé mon école. Tout ça pour dire que il a fallu que je sache qu'elle existe pour que moi je me donne le droit d'y penser. De dire je peux le faire. Et que si je peux le faire. Je peux le faire. Tout à fait. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est important, c'est que je pense aussi que quand on réunit des femmes entrepreneurs, elles sont un miroir les unes des autres. Elles passent toutes par des paliers qui sont bien sûr différents et individuels, mais il y a aussi des choses qui sont très communes. Et le fait de pouvoir voir d'autres qui réussissent ou qui ont un peu d'avance ou qui racontent par quoi elles sont passées, parce que encore une fois, ça c'est aussi des choses qu'on se raconte, c'est vraiment l'effet réseau social, très souvent aussi par rapport aux autres femmes, c'est-à-dire qu'on les regarde et on se dit ah mais elle forcément, vu le physique qu'elle a, vu les études qu'elle a, vu les personnes qu'elle connaît, vu etc., c'était facile et c'était normal et non, en fait toutes ces personnes-là, elles passent par plein de doutes, quelle qu'elle soit, et ça on ne le voit pas, on ne le sait pas, et on imagine, voilà, on imagine des choses, on projette des choses qui sont complètement fausses. Donc pour moi c'est vraiment important aussi de passer cette chose-là, et aussi de dire que, eh bien, à partir du moment où j'avais rencontré cette femme, alors après il y a eu des choix, le fait de me faire accompagner par un incubateur qui est spécifique pour les femmes entrepreneurs, qui s'appelle Les Premières, qui est un incubateur national, et donc là je parle des Premières Nouvelle-Aquitaine. C'est une des meilleures décisions de ma vie d'avoir été accompagnée. De toute façon, tout projet entrepreneurial, quel qu'il soit porté par un homme ou une femme, doit être accompagné pour pouvoir être pérenne. C'est vraiment important, ça fait la différence. Et donc, bien grâce à ça, finalement, petit à petit, j'ai mis en place cette école. Et si je peux passer aussi une autre idée qui me paraît très importante en termes d'entrepreneuriat, c'est la notion d'effectuation. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à mon chemin chez Les Premières. Il y a des MOOC qui existent là-dessus. L'effectuation, en 2 mots, c'est une chercheure indienne qui a cherché à comprendre quels étaient les points communs entre des personnes qui entreprennent régulièrement et avec succès. Et elle en a fait un système en fait qu'elle appelait l'effectuation. Et qui est complètement à l'inverse des représentations qu'on a de l'entrepreneuriat du type j'ai une super idée, je vais chercher de l'argent, je la mets en œuvre, je réussis. Et en fait qui est basé sur je fais avec ce que j'ai. Il y a une très bonne image pour expliquer ça, c'est imaginons
que je t'invite à déjeuner tout à l'heure chez moi, j'ai 2 façons de faire. Je peux te donner un horaire et me dire tiens, qu'est-ce que je vais lui proposer à manger, je fais un menu et du coup je vais faire les courses et je vais acheter ce qu'il faut. Ça, c'est la façon classique qui revient à mon idée de j'ai une idée, je vais chercher de l'argent, etc. L'autre façon de faire, c'est de se dire elle arrive dans une demi-heure, j'ouvre mon frigo, qu'est-ce que j'ai? Et je fais avec. En fait, c'est ça l'effectuation, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai? Et donc, avant tout, en tant qu'entrepreneur, qui je suis moi, quelles sont mes compétences, qui je connais, quel est mon réseau, et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai aujourd'hui sous la main. Et juste pour l'illustrer de façon pratique, ce que ça a changé pour moi dans mon parcours entrepreneurial par rapport à ce premier projet qui n'était donc pas la liberté d'être épaulé, puisque j'y suis pas arrivée directement. D'accord. C'était Broadway Dance Factory. C'est que j'imaginais, moi, une salle spécifique, décoration New York. Je voulais aussi qu'il y ait une garderie pour que les femmes puissent déposer leurs enfants. Je voulais bien sûr qu'il y ait un endroit où on puisse manger sainement. J'avais tout en tête et donc j'imaginais vraiment un local et j'avais déjà commencé à visiter. Et ça demandait un investissement très important, bien sûr. Et dans mon idée, de toute façon, je devais d'abord passer par ça avant de pouvoir lancer. Et la personne qui m'accompagnait m'a parlé d'effectuation. J'ai suivi le MOOC et j'ai enfin compris ce qu'elle me disait déjà depuis un moment, mais que je n'arrivais pas à intégrer, qui était que j'avais déjà tout en moi pour déjà lancer. Et donc, je ne pas attendre que les choses soient parfaites pour se lancer. Pour lancer et déjà de me dire qu'est-ce que je peux faire à minima, donc d'accepter de ne pas lancer le truc idéal que je rêvais, mais au moins de lancer quelque chose qui existe et de le tester. Ça me parle complètement. Et donc, ça a tout changé parce que je me suis dit, je peux en fait dès maintenant proposer un week-end comédie musicale où sur un week-end, on part de zéro, on crée une troupe. À la fin du week-end, on présente un show. Alors bien sûr assez court en un week-end. Mais du coup, on fait ça sous Broadway Dance Factory. Il faut des profs, il faut une organisation, il faut un endroit, il faut une communication. Et donc à ce moment-là, j'avais déjà recruté ma prof de chant. J'avais pas encore la prof de danse et de théâtre. Le fait d'avoir posé ça m'a obligée à recruter. J'ai trouvé tout de suite les bonnes personnes. Alors là, après, c'est vraiment de l'ordre de l'alignement de tout qui tombe. Je pense que j'avais rêvé cette équipe, je l'avais écrite. Quand j'ai relu après ce dont j'avais rêvé, finalement c'est bien ça qui s'est passé, mais je n'y croyais pas encore une fois, c'était un rêve. Et en fait dans les faits, j'ai vraiment rencontré pile les personnes qu'il fallait, des artistes qui étaient en capacité de s'épauler les unes les autres, de se comprendre, de ne pas être en compétition, alors qu'elles étaient pourtant toutes les unes sur les champs des autres, c'est-à-dire que la coach vocale fait aussi de la mise en scène, que la comédienne fait aussi de la danse et que la danseuse fait aussi du chant. Donc il y avait vraiment tout et tout c'est hyper bien passé. Le premier pas engendre les suivants. Exactement. Et du coup, je peux tester, je peux communiquer sur le fait que j'ai fait et voilà. Et en fait, ça a débuté et ça ne demandait rien. En fait, ça m'a coûté ce que j'ai mis en termes de communication et de location de salle. Point. Et bien sûr de paiement des profs. Mais point. Et donc, ça veut dire, et ça aussi en effectuation, c'est un point important, c'est au lieu de se dire, de travailler sur combien je vais gagner, de se dire, au pire, je perds combien. Et donc là, je savais, au pire, je perds tant. Et il n'y a personne qui vient, au pire, je suis obligée de les payer, etc. Je perds tant. Oui, mais je l'ai vu en face, je suis prête à le perdre. Ça n'a rien à voir par rapport à l'investissement que m'aurait demandé d'avoir ma salle de 200 mètres carrés remise aux normes, etc. Et au moins ça avance. Et en fait, c'est comme ça finalement que j'ai lancé réellement et que Broadway Dance Factory a existé pendant 4 ans. Et que on a fait des choses, on a animé un flash mob à la Villette. Je me suis vue animer ça à la Villette avec le petit micro à la Madonna. Que on a travaillé avec l'école de la seconde chance où on a travaillé aussi sur la confiance en soi en utilisant le corps, en utilisant l'artistique. Ça, c'est des choses bien sûr que je ramène aujourd'hui dans les formations que je fais via la liberté d'être épaulée. Oui, mais tu l'avais fait même lors de l'atelier leadership au féminin. Tu proposes déjà quelques outils artistiques, on va dire ça comme ça. Alors c'est marrant parce que tu as ce parcours salarial en entreprise. Tu as une vraie coupure où tu reviens à la source. Finalement, tes rêves d'enfant, tu les réalises. Tout à fait. Ensuite, à partir de là, naît, on va dire, ce 3e projet de vie,
finalement. Exactement. La liberté d'être épaulée. Tout à fait. Donc ça s'arrête au bout de 4 ans, ton école de danse? C'est ça. Et la liberté d'être épaulée a commencé pendant les 4 ans. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où j'avais multicasquette, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à assumer. C'est vrai que je l'entendais encore hier, une artiste, une chanteuse qui disait qu'elle aimait le théâtre et qu'elle avait envie de faire de la mise en scène et qu'elle venait de créer sa société de production. Elle s'appelle Carmen Maria Vega, je vous invite à l'écouter, elle est vraiment super. Et elle disait que dans le milieu artistique, c'était mal vu, ça, le fait qu'on était ou chanteuse, ou voilà. Et effectivement, même dans la formation, autant aux États-Unis, tous les acteurs et actrices ont appris à chanter et à danser. En France, on le fait pas du tout. Voilà, donc on catégorise. Donc ça, c'est vrai en artistique, mais c'est vrai aussi dans la vie professionnelle en général, où on va chercher à pouvoir justifier d'avoir tel ou tel poste en fonction de ce qu'on a fait avant, et où on a du mal à se dire, en fait, on peut faire plein de choses différentes. Or, pourtant, on n'est pas nés les uns et les autres, les unes et les autres, pour faire une seule chose dans notre vie. En fait, on a des compétences qui sont transférables. On peut avoir des appétences qui sont différentes aussi suivant les moments de notre vie. Et on peut tout à fait assumer ça. Et aujourd'hui, j'ai appris à assumer c'est vraiment ce moteur que j'ai en moi, qui est d'aimer faire plusieurs choses à la fois, d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs types de positionnements. Ça me nourrit parce que j'apprends beaucoup. J'apprends sur les autres et j'apprends aussi sur moi, parce que ça m'oblige à me positionner aussi dans des environnements différents. Mais du coup, cette expérience avec ton école de danse a fait émerger l'idée de la liberté d'être épaulée. Comment c'est venu en fait? Alors, c'est venu de plusieurs choses. L'objet de l'entreprise, finalement. C'est venu, en fait, il y a eu 2 choses concomitantes, c'est-à-dire que d'un côté, on commençait à travailler avec l'école de la seconde chance et j'ai expérimenté avec des jeunes qui sont en décrochage, qui ont tous une vingtaine d'années, à quel point le fait de travailler en artistique, de les encadrer avec bienveillance, avec écoute, de les mettre en situation de se dépasser, leur permettait de prendre confiance, et à quel point ils en avaient besoin, et à quel point dans ces jeunes-là, les jeunes filles en avaient besoin. Et même dans le cours Broadway Scène, donc qui était un cours à l'année, où il y avait uniquement des femmes, mais la plus jeune avait 11 ans et la plus âgée avait une 50aine d'années. Donc on mélangeait vraiment, et du coup c'était hyper drôle et c'était très chouette aussi de voir toute cette féminité à des moments différents de la vie, et ces gens qui se répondaient, parce qu'en fait on a fait de la création et donc on a imaginé des situations autour de la féminité et c'était super de les voir ensemble. Enfin bref, donc il y avait ça qui se passait d'un côté. Et de l'autre, une rencontre. Alors là aussi, c'est la joie des réseaux en général, et des réseaux féminins et du réseau des premières en particulier. C'est que j'ai rencontré une femme qui venait de créer son entreprise et qui, elle, l'a dédiée aux femmes en politique. Et donc, j'ai commencé à collaborer avec elle. C'est-à-dire qu'au début, elle me demandait un avis, on discutait, voilà. Et puis petit à petit, on a eu envie de travailler ensemble. Et j'en suis venue à créer des formations pour les femmes élues, pour les aider à tenir en politique, à rentrer puis tenir en politique, parce qu'en fait il y a un turnover en politique qui est très élevé, parce qu'il est très compliqué de tenir en politique pour une femme, pour plein de raisons qui sont un peu les mêmes que celles des entrepreneurs, mais on va dire que c'est dans un milieu qui est particulièrement difficile parce qu'il y a une recherche de pouvoir, où il y a peu de place, et où clairement quand on prend la place de quelqu'un, et comme c'est quand même majoritairement des hommes qui sont au poste clé, eh bien ça frotte, c'est difficile. Ouais. Et en tant que femme, on retrouve ces problématiques de prendre sa place, d'être légitimée aussi par les autres, etc. Donc, elle était sur ce travail-là. Et donc, on a commencé à mettre en place ensemble des formations à destination de ces femmes. Et donc, dans un premier temps, j'ai recruté des personnes pour animer ces formations, et petit à petit, j'en ai moi-même animé. Et donc, je me retrouvais à animer ça auprès de femmes élues, et en même temps, dans Broadway Dance Factory, à travailler sur la confiance via le corps, et à voir aussi au quotidien à quel point les femmes pouvaient à la fois parfois manquer de confiance, et à la fois se sentir tellement fortes quand elles étaient ensemble, et quand elles partageaient leurs doutes, et qu'elles se rendaient compte que c'était commun. La voix s'est au final affinée au fur et à mesure des années entre ces projets qui se sont finalement mélangés l'un à l'autre. Mais en même temps, ils sont ultra complémentaires. Oui. C'est-à-dire que pour prendre sa juste place, ok, il y a le mindset, il y a la manière dont tu perçois les choses,
Mais il y a aussi la position, la posture dans le corps qui est ultra importante. Et pour ça, peut-être les arts de la scène, le chant peut... Exactement, l'ancrage. Aider, l'ancrage. Voilà. Ouais. Et le fait de comprendre aussi que notre corps est un allié, que nous sommes notre première public de notre posture, et que le fait d'avoir une posture de confiance, c'est-à-dire une posture épaules basses, poitrine dégagée, rien que de prendre cette posture-là, il est démontré qu'il y a un changement physiologique qui fait que ça baisse notre stress et ça augmente notre capacité à agir et à prendre des décisions. Du coup, il y a une grosse rééducation parce que quand on voit le rapport de la femme à son corps, exactement, le corps qui a quand même été largement objectisé pendant des années, on va dire, de l'âge d'or de la publicité, c'est très compliqué parce que quelque part, la posture de la femme a été aussi formatée par les magazines, ce qu'on voit dans les séries, les films. Enfin, je suis de la génération des années 80. On a chopé ça en intraveineuse en regardant les écrans, bien sûr, ou les magazines. Bien sûr, il y avait, je sais pas si c'était encore le cas dans les années 80, mais il y avait le Collar au chaud avec la fille qui se déshabillait à 20h. Enfin, donc il y avait vraiment le corps de la femme comme objet, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conscience par rapport à ça. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Pépites sexistes qui est vraiment intéressant à suivre. Et il y en a plein d'autres que j'oublie. Et voilà, mais donc effectivement, il y a un vrai travail, et c'est aussi pour ça que par ailleurs, j'ai cofondé une association qui s'appelle Nouveau Cycle, avec laquelle on travaille sur l'éducation menstruelle et où on parle sexualité, on parle consentement, et justement, on veut amener les femmes à se sentir le mieux possible dans leur corps et le mieux possible dans leur parcours gynécologique aussi. En fait, tu les accompagnes dans toutes les dimensions en fait de leur vie. Parce que tu regardes, enfin, il y a quand même le côté intime. Oui, avec le côté intime avec voilà le corps et aussi la posture dans la société, le monde d'aujourd'hui. Alors oui, tout à fait. Alors c'est via Nouveau Cycle, c'est différent, c'est avec des choses différentes. Oui. Mais toujours, il y a quand même un fil rouge qui reste chez moi, c'est l'entrepreneuriat au féminin et la sororité, dans le sens où tous ces projets-là, c'est des projets que je monte avec des femmes. Nouveau Cycle, on était 7 cofondatrices. Aujourd'hui, on a plus de 80 bénévoles. On va créer nos 2 premiers emplois en janvier 2022 et on a créé l'asso en juin 2019. On intervient dans des collèges et lycées, on intervient à la prison de femmes de Gradignan. On est à des points du CIDFF, point Info Femmes. Voilà, on travaille sur la lutte contre la précarité menstruelle et un gros projet dans les Landes. On travaille sur des conférences qu'on appelle les Vulvaventures. On a fait notre premier. Oui, la prochaine Vulvaventure. J'ai pas tout noté. Voilà, c'est les nouvelles. Je pensais en faire beaucoup, mais alors là, voilà. Je crois que tu me bats. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Non, il y avait un truc que je voulais dire aussi qu'on faisait. Bien sûr, c'est qu'on a fait pour notre premier festival, première édition de Ragnagna Party, qui a eu lieu cette année au Rocher de Palmer, et où on a été d'ailleurs avec Orgasme et moi, qui est Charline d'Orgasme et moi, qui a un conte qui justement parle de sexualité bienveillante et qui a été notre marraine, et ça a été des moments hyper privilégiés. Donc effectivement, il y a cette réussite-là collective où on vit au jour le jour cette capacité, cette puissance collective à mettre tout ça en place, et notre capacité à le faire dans la fluidité et dans une communication qui soit la meilleure possible, je pense. Je dis pas qu'il n'y a pas d'erreur de communication, mais je pense que globalement quand même ça se passe très bien. Beaucoup d'entre nous sont formés à la communication non violente, et je pense que ça joue dans la capacité à verbaliser ses propres besoins, à verbaliser ses demandes, sans se sentir en étant trop ou pas assez. Et ça aussi, je pense que c'est un vrai outil de confiance, aussi à investir pour les femmes comme pour les hommes. Puis ça permet aussi de clarifier plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vis avec Nouveau Cycle. Donc effectivement, d'une certaine façon, j'interviens, mais voilà, professionnellement, j'interviens vraiment sur la partie entrepreneuriale et professionnelle, ou sur la persona en tant que politique. Oui, en tant que politique. Et justement, j'ai une question par rapport à ça, que ce soit dans le milieu entrepreneurial ou le milieu politique.
quelle récurrence tu vois chez les femmes? Alors on a parlé effectivement de ce manque de confiance, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Qu'est-ce que tu relèverais vraiment, un trait commun que tu relèverais, que ce soit la femme entrepreneur ou la femme politique? Quels conseils aussi tu pourrais peut-être donner aux femmes par rapport à ces problématiques-là? Alors, le premier conseil qui me vient, c'est de surtout oser en parler. Parce que souvent, c'est des choses comme on est dans cette idée que on a un défaut, qu'on est mal fichu. Oser parler de quoi? De ces problèmes. De justement de ce manque de confiance. Voilà. Alors, pas forcément à n'importe qui. Je dis pas qu'il faut arriver n'importe où en disant, au fait, je pense qu'il faut un cercle très bienveillant autour de Tout soi. À fait. Un espace sécure pour pouvoir communiquer sur ces choses-là. Exactement. Ouais. Et cet espace sécure, on peut le trouver beaucoup via des réseaux féminins. D'accord. Voilà. Ou les réseaux entrepreneuriaux, ou les réseaux politiques. On peut trouver ça. On peut aussi, bon forcément, hein, moi je fais des formations et du coaching, le fait de se faire accompagner par une coach ou un coach, surtout alors aussi quand même quelque chose de très important, prendre son temps par rapport à ça, choisir vraiment la personne avec qui on se sent bien. S'il y a le moindre petit truc chez nous qui dit oui, je suis pas sûre, mais qu'après c'est que du rationnel qui fait choisir la personne, c'est pas bon. Il faut vraiment que son cœur parle à ses tripes et qu'on se sente bien avec la personne, parce que voilà, tout le monde n'est pas bon pour tout le monde, voilà. Donc ça c'est le premier point. Les atomes crochus. Exactement. Voilà. Et au niveau du coaching, en 3 séances parfois on peut débloquer des choses vraiment importantes. Donc peut-être que c'est dans ce cadre-là que c'est le plus facile de lâcher les difficultés qu'on a. Mais quand on est en réseau, quand même, il me semble que c'est assez simple de pouvoir dire, ben voilà, moi j'ai tel ou tel problème, et d'oser le faire. La personne qui ose le faire va délier les langues de toutes les autres. Mmh. Et là, on va se rendre compte elles vont se reconnaître les unes. Exactement. Enfin, nous, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs. Tout à fait. Et ça se passe à chaque fois. C'est-à-dire que je l'expérimente tout le temps, à chaque fois qu'on fait ça. Donc, je sais que ça marche. Et on peut aller après sur des sortes de co-développement. C'est-à-dire que déjà, entendre que les autres ont les mêmes problématiques. Première étape. Deuxième étape, se dire, ah ben finalement, ça ne veut pas dire que je suis nulle, ça ne veut pas dire que je suis trop ci ou pas assez ça. Ça veut juste dire que je suis humaine et que c'est normal et qu'en plus, je suis imbibée de toutes ces choses qu'on m'a dites ou qu'on ne m'a pas dites, mais qu'on m'a fait comprendre sur ce que doit être la place d'une femme, où elle doit être et où elle est le mieux et où elle est le plus légitime. Ça, c'est deuxième étape. Et troisième étape, ça va être de tisser ses réseaux, aussi ses propres réseaux à soi. Ça, c'est un truc très important en tant qu'entrepreneur, mais en tant que politique, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire, à un moment, il faut savoir faire le tri, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autour de soi qui vont réagir. Alors, certaines réagissent, effectivement, tu l'avais dit tout à l'heure, au manque de sécurité qu'on peut ressentir. Parfois, c'est avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont besoin d'énormément de sécurité et qui, du coup, te voyant faire un choix qui leur semble être un choix insécure, vont avoir peur et du coup vont t'envahir de leur peur, mais c'est de l'amour derrière. D'autres, ça peut ne pas être de l'amour. Il y a des personnes dont on peut prendre plus facilement, avec lesquelles on peut prendre plus facilement des distances. Je parle des amis. Hein. Quand on a des amis dont on sent qu'ils ont trop peur, il faut peut-être les voir un peu moins et plutôt voir plus ceux qui sont qui sont plutôt positifs, sans que ce soit forcément des ultra fans, parce que parfois même les ultra fans désarçonnent aussi parce qu'on se dit oh là là, je suis pas au niveau. Mais donc après, aller choisir des personnes dans son réseau entrepreneurial avec qui on sait qu'on a des atomes crochus et surtout garder les liens parce que on va pouvoir échanger, juste se passer un coup de fil, se dire t'en es où, etc. Et l'autre est passé par des mêmes étapes. Je pense à quelqu'un dont je parle souvent dans mes formations. Quand j'étais moi incubée pour Broadway Dance Factory, elle me disait régulièrement, et je l'ai vu pleurer plusieurs fois, pourquoi j'ai arrêté mon boulot, je vais jamais, de toute façon j'y arriverai pas, je vais jamais me recaser professionnellement, maintenant j'ai passé 40 ans, ce sera impossible, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Aujourd'hui sa boîte cartonne, c'est-à-dire que je l'ai vue moi pleurer en pensant qu'elle y arriverait jamais, et aujourd'hui j'ai du mal à prendre un café avec elle parce qu'elle cartonne. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Ça a été quoi alors du coup son levier? Son levier, elle a pas lâché. Elle aussi, elle a su bien s'entourer. Elle aussi, elle était je crois que l'écosystème est primordial quand tu montes quelque chose. Enfin, d'être vraiment entouré de personnes bienveillantes, qui te soutiennent.
qui connaissent, vraiment. qui te mettent en contact aussi avec d'autres personnes. C'est ça, c'est vraiment la magie du réseau. Et ça aussi, c'est très féminin. Dans le sens, ce qui est très féminin, c'est de ne pas aller dans les réseaux. Parce que les femmes n'ont pas l'habitude de le faire. Déjà parce qu'au départ, c'est plutôt quelque chose de masculin. C'est les clubs d'hommes qui se retrouvaient. Hein, si on parle des clubs anglais, voilà. Donc on n'a pas cette culture-là. C'est nouveau pour nous. Souvent aussi, c'est des choix de temps. C'est-à-dire que on va se dire, quand on est salarié, c'est bon, j'ai mon temps de salarié, mais après, je reprends pas encore du temps pour ça, pour moi quelque part, de façon presque égoïste pour ma carrière. Donc je reprends pas ce temps-là. Je vais plutôt donner ce temps-là à ma famille, à mes parents, à mes enfants, à mes amis, voilà, à mon conjoint, à ma conjointe. Et donc on n'y va pas. Or, ce qui fait la force vraiment et professionnelle et même en général, hein, quand on revient à l'effectuation, qu'est-ce que j'ai, qui je suis, quelles sont mes compétences et aussi qui je connais, c'est ça aussi souvent qui fait la différence. Complètement. Donc, et ça, les femmes ne l'ont pas forcément en tête, ont beaucoup l'impression que si elles vont dans les réseaux ou si elles s'exposent, c'est que peut-être elles ont trop d'ego ou voilà, et que c'est... Alors que non, ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup de pensées limitantes finalement par rapport au manque de confiance. Si on revient sur la question que je t'ai posée, en fait, le fait est que les femmes manquent de confiance par rapport à essentiellement des conditionnements, un inconscient collectif très ancré. Peut-être même plus que familial, finalement, c'est encore plus profond que ça. Ah oui, c'est au-delà de la famille, parce que même si la famille a voulu aller contre ce qui se passe dans la société, pour autant, voilà, on vit pas en autonomie, en autarcie, donc on est imbibé aussi de tout le reste, de ce qui se passe à l'école, des pubs qu'on croise dans la rue, qu'on voit sur Netflix, des influenceuses qui vont dire des choses horribles, enfin voilà, donc... ça, on en est imbibé. De quoi on s'inspire, voilà. Comment on s'informe. Non, mais la source est super importante. Qu'est-ce qu'on met dans notre tête? Sauf qu'en tant qu'adulte, on peut le conscientiser. En tant qu'enfant, on est une éponge. Et en plus, les enfants sont faits comme ça pour pouvoir avoir un apprentissage rapide. Donc, et ça me fait penser à une chose par rapport à des choses concrètes que tu me disais, que je voyais chez les femmes. Par exemple, en tant que DRH, pour le coup, j'ai jamais eu une femme qui est venue me demander une augmentation. Par contre, j'ai souvent été en situation de devoir démontrer à une femme qu'elle avait les compétences pour prendre un autre poste. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'il y a ce syndrome de la bonne élève, de si je fais correctement mon travail, de toute façon, voilà, c'est ça. Et de toute façon, ça va être vu, ça va être reconnu. J'ai pas besoin de le dire, et je ne demande pas. Alors qu'en fait, non, il faut dire ce qu'on fait, il faut en être fier, il faut être capable d'aller dans des réseaux et de dire, voilà tout ce que je fais, et d'en être fier. Ça veut pas du tout dire qu'on s'est pris un melon dingue. Ça veut juste dire qu'on est fier de ce qu'on fait. Et voilà. Faut juste réinjecter dans cette foi en ces projets ce côté yang, masculin, la force de l'action, en fait, d'y aller, de se dire mais il faut oser. Oui. Le mot oser est ultra important. Enfin, même si je me plante, parce que bon, après on n'est pas dans cette culture-là en France, mais le droit à l'erreur est extrêmement formateur. Enfin, et souvent, en France, il est souvent décrié. Tu as échoué. Ça, c'est des choses que j'ai déjà dites dans notre podcast, mais tu échoues, donc non, mais laisse tomber, quoi. Contrairement aux États-Unis. Ah, complètement. Où là, on fait des conférences pour raconter, les entrepreneurs racontent leurs échecs. Et voilà. Que, en gros, tu ne peux pas, et ça, j'ai dû le dire aussi dans un autre épisode, tu ne peux pas avoir réussi si tu n'as pas connu l'échec. Exactement. Et il y a une force de résilience très très forte, mais de aussi, vaincre toutes les tempêtes, parce qu'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, comme une vie de toute façon. Il y a des hauts, des bas, des vagues, et que du coup, c'est tenir la barre même pendant ces moments-là. Mais il faut avoir cette force-là, et il faut arriver à être son propre moteur. Et effectivement, s'entourer d'autres femmes, de coachs, peu importe, peut vraiment aider dans la démarche, sachant qu'elle est nouvelle pour nous, en tout cas, femmes entrepreneurs françaises. Parce que bon, voilà, comme tu le soulignes, aux États-Unis, c'est quelque chose d'un peu plus développé. Tout à fait. Même des investisseurs vont faire plus confiance à quelqu'un qui s'est déjà planté, entre guillemets, dans une boîte, qu'à quelqu'un qui commence tout juste. Parce que la personne qui s'est plantée, en fait, elle a déjà connu, elle a pu analyser ce qui s'est passé et finalement, elle est meilleure. Et en France, on a exactement l'idée inverse. Donc, effectivement, et en plus, pour les femmes, c'est quelque chose d'autant plus difficile que, d'un point de vue scolaire, on attend d'elles qu'elles soient des gentilles filles, bonnes élèves, qui soient sages. Et d'ailleurs, dans la façon de réagir, si on a une fille qui est agitée, on va réagir de façon beaucoup plus forte que si un garçon est agité. Parce que quelque part, on admet déjà de base qu'un garçon peut être agité, on l'admet pas d'une fille. Et même, il y a eu un
un rapport du Haut Conseil à l'égalité qui montrait que quand on donne la parole aux filles, en général dans les classes, c'est c'est qu'une fois sur 3. Donc ça veut dire que les filles apprennent à écouter les garçons déjà dès le plus jeune âge, qu'elles apprennent aussi à se taire dès le plus jeune âge, alors que les garçons de leur côté apprennent à prendre la parole et apprennent aussi à dire des bêtises, parce qu'on leur demande souvent de prendre la parole en leur posant une question d'ordre, une question ouverte, où on va leur demander qui est Napoléon, et puis ils vont dire c'était un homme préhistorique, et ça va bien faire rigoler tout le monde, alors qu'aux filles, on va leur demander la plupart du temps de réciter une récitation. Voilà. Et donc ça, c'est des choses, encore une fois, l'éducation nationale et les enseignants et les enseignantes ne sont pas à blâmer. Ils font de leur mieux avec la société dans laquelle ils sont, et tant qu'on n'a pas travaillé de façon consciente sur ces sujets-là, on n'est pas capable. Mais même au niveau gouvernemental, si nos parlementaires pouvaient débattre de valeurs, parce qu'au final, on parle de politique, d'économie. Une société, ça tourne autour de valeurs communes partagées, et sans valeurs d'équité, d'humanité, je veux dire, comment une société avance. Donc, je pense que c'est essentiel. Un article de l'ONU sur lequel j'étais tombée, qui parle de la Suède, justement. Ça me fait rebondir là-dessus parce que les hommes parlementaires se sont servis de leur position de leader d'opinion justement pour créer des réunions où ils vont échanger sur les valeurs, mais entre hommes. Créé en 2004, le réseau suédois des parlementaires hommes, soutenu par les adeptes de tous les partis, encourage les hommes à débattre de leurs valeurs, de leurs préjugés et de l'égalité de tous les êtres humains. Ils travaillent sur la prévention de la traite des êtres humains et la violence à l'égard des femmes et cherchent à influencer la société civile en encourageant les hommes à participer au dialogue au sein du Parlement, au niveau régional et en coopération avec d'autres organisations. Moi, je trouve ça génial. Et effectivement, les instituteurs ou les membres de l'éducation nationale ne sont pas à blâmer parce qu'ils font effectivement ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Je pense que ce serait plus haut qu'il faudrait intervenir et changer les choses à la base, en passant aussi peut-être par nous, nos prises de conscience, à nous en tant qu'adultes, mais à transmettre d'autres choses à nos enfants que de reproduire éternellement le schéma. Le même schéma. Finalement. Alors heureusement maintenant, les nouveaux enseignants qui sont formés en ce moment ont des formations là-dessus, en tout cas dans formation initiale. D'accord. Mais tous les autres, on leur propose pas, ou si on leur propose, ils ont droit à assez peu de formations, je crois, dans l'année, et donc finalement, l'un dans l'autre, très peu prennent ces formations-là. Et c'est dommage parce qu'elles existent. Et il suffirait juste l'action. Un petit truc, voilà, exactement. D'actionner la chose. Oui. Tu expliques sur ton site, tu as une phrase que tu mets en exergue qui dit « Ce qui m'anime, soutenir des femmes qui osent pour qu'elles prennent leur juste place ». Donc s'il y a un mot à vraiment retenir, c'est « oser ». C'est quoi le leitmotiv? Oui, oser, même si vous n'êtes pas sûr de vous, allez-y. Exactement. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est difficile parce que je trouve que ça projette l'idée que il y a que des Wonder Woman qui vont être en capacité de le faire, alors que pas du tout. On n'est pas des Wonder Woman en fait. On traverse aussi des moments de doute, des moments difficiles, des moments où on est complètement à plat. D'où l'intérêt d'avoir des personnes avec qui on peut échanger, qui vous remontent aussi. Donc on n'est pas du tout ça, c'est sûr. Voilà. Il y a un exercice que je propose en prise de parole en public. Oui. Souvent je leur dis prenez une situation où il n'y a pas d'enjeu. Par exemple, vous êtes au cinéma à une avant-première, il y a des membres de l'équipe, des comédiens, et à la fin de la projection du film, on passe le micro, il faut poser des questions. Levez le doigt, levez la main, demandez le micro, même si vous ne savez pas quelle question vous allez poser. Et faites-le au moins une fois. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous aurez le micro, vous allez poser une question, ça va sortir. Peut-être que ce ne sera pas la prise de parole qui sera la meilleure de votre vie, mais en tout cas, vous aurez posé une question, elle ne sera pas délirante, personne ne va rire, et tout va très bien se passer. Parce que sinon, ce qui se passe dans la tête des gens, la plupart du temps, et des femmes en particulier, c'est je veux une prise de parole et une question qui soit vraiment intéressante. Donc je vais attendre, je vais réfléchir un petit peu. Et puis pendant ce temps-là, le micro passe. Et souvent, on a un monsieur en premier qui va prendre la parole et qui va se présenter, qui va dire « mais moi aussi, j'ai travaillé sur ces sujets-là », qui va finalement, on va lui demander quelle est la question. Lui, il aura parlé de lui. Ça ne posera aucun problème. Et en tant que femme, on l'a entendu plein de fois et quelque part, ça peut nous agacer, mais on l'accepte. Et pourtant, de notre part à nous, on ne s'autorise pas de prendre le micro et d'avoir une prise de parole qui soit peut-être pas géniale, mais voilà. Donc pour moi, c'est la toute petite chose, c'est la première idée qui me vient, c'est-à-dire oser faire des choses
qu'on fait pas d'habitude et sans enjeu. C'est-à-dire pas tout de suite se pas dire se mettre la pression. Il faut que je me mette une pression de dingue, que je fasse un truc que je fais jamais, je vais sauter en parachute et tout ça. C'est pas la peine. On peut commencer plus petit. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Ah, bravo. Alors, pas parachute, mais l'élastique, allez, hop. Hop là. Allez, penser, j'ai peur. Je l'ai fait juste avant. En fait, je l'ai fait juste avant de lancer mon agence de com et ça m'a pris. En une semaine, fallait que je saute à l'élastique. Et je t'avoue, quand je me suis retrouvée au bord du pont à voir le précipice, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais je pense que j'ai avancé par contre moi très tête baissée. Et du coup, quand on se confronte trop vite à toutes ces peurs, on peut être aussi submergé. Donc c'est trouver ce juste milieu. Pour moi, oser était primordial et l'est encore. Hein. Je tente toujours plein d'aventures où j'essaie vraiment de sortir de ma zone de confort. Par contre, je m'aperçois que si je vais trop loin, je peux vite me casser la figure. C'est le côté un peu trop fonceuse à y aller trop vite. Donc tu conseillerais plutôt de y aller par petites strates, sans enjeu, sans pression, sans voilà déjà de faire attention à sa posture au jour le jour, de se dire est-ce que je suis toute recroquevillée en train de regarder par terre ou est-ce que je regarde autour de moi avec un regard confiant et dégagé. Déjà rien que ça, ça va agir sur mon mental et c'est quelque chose de très simple à faire. Il suffit juste de régulièrement dans la journée se poser la question. Et puis oser des choses, oser, je sais pas, essayer 3 paires de chaussures et pas en acheter et pas se sentir coupable, des tout petits trucs, je sais pas ce qui peut. Mais c'est une vraie démarche consciente en fait, c'est juste s'observer avec beaucoup de douceur, y aller ralentir déjà. Parce que voilà, quand on fait 15 000 trucs à la fois, on peut vite se perdre, puis il y a la pression effectivement qu'on peut se mettre, que les autres peuvent nous mettre, et du coup ne pas rentrer dans ce cercle vicieux-là, mais se dire, s'octroyer le droit de prendre son temps, d'y aller à son rythme. C'est pas toujours évident. Voilà, on est vite rattrapé et de pouvoir avancer avec aussi beaucoup de joie finalement dans ce que l'on fait, plus que la joie soit plus un moteur que la peur. Tout à fait. Et ça, c'est tout un mindset à changer. Oui, tu vois, c'est complètement. Alors, mais vraiment se poser du coup pour accueillir ceci et avoir cette démarche. Ouais, je mettrais le mot consciente dessus. Oui, alors merci beaucoup de parler de ça. Je pense qu'il y a un exercice que je fais qui maintenant est hyper facile et que je fais tous les jours, mais qui pourtant au début a été très difficile. C'est la question de la gratitude. Juste me dire, ça vient des 3 kiffs par jour. Juste me dire en fin de journée quels ont été les 3 kiffs de ma journée. Eh bien, je me souviens qu'au tout début, quand j'ai essayé de le faire, j'en trouvais un et j'avais du mal à en trouver un. J'étais tellement dans un mindset à voir effectivement toujours le négatif. Et ça, c'est normal, hein. C'est quelque part, c'est être capable de voir quels sont les dangers autour de nous. Voilà, ça vient de ça. Je pense qu'il y a un bon conditionnement aussi. Oui, il y a un conditionnement très toujours fort. par le prisme du négatif, tout ce qui va pas. Quoi. Et puis le cerveau aime bien ça. Exactement, le cerveau aime bien ça parce qu'il cherche à rester en sécurité. Et puis on est aussi dans une société où on aime bien dire des choses graves, dire des choses. Et puis dès qu'on arrive avec de la légèreté et de la joie, on peut être taxé tout de suite de niais ou de. Exactement. Alors que la légèreté et la joie, tout le monde tourne à ça. Et je peux vous dire que quand on tourne à ça, les gens autour sont plus heureux aussi. Complètement. Donc au niveau de la gratitude, aujourd'hui, j'en trouve 15, 20, 30 par jour, mais parce que je suis entraînée. Voilà, donc ça, c'est aussi une question d'entraînement. C'est comme faire du sport, c'est comme apprendre la musique. On peut pas faire tout ça en un claquement de doigts. Et ça passe par des petites choses, mais par contre, c'est très, très puissant. C'est retrouver aussi la joie des petits plaisirs simples. Genre, je me suis fait plaisir, j'ai mangé, je sais pas, un bon plat qui m'a fait plaisir, j'ai lu un bon bouquin, je me suis allumé une bougie. Ça paraît futile et pourtant c'est essentiel parce que le jour où on n'a plus ça, on se rend compte que ça nous faisait du bien. Exactement. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et se féliciter aussi. Enfin, je pense qu'il y a ces 3 kiffs et puis moi j'ai commencé à faire quelque chose, c'est que je m'auto-congratule. Ça paraît fou, mais je me dis waouh, c'est bien, t'as réussi à faire ça là aujourd'hui. C'est un truc sur lequel je procrastinais. Enfin, je me le dis. Mais bravo. Et au départ, c'était très très compliqué de me dire c'est bien. Le syndrome de la bonne élève, où faut pas qu'il y ait une rature, peu importe s'il y a une rature, enfin c'est fait, t'as été au bout du truc, t'as pris du plaisir, félicite-toi de ce cap franchi, de cette marche franchie aussi. Enfin ça c'est super important, c'est des automatismes que l'on n'acquiert pas dès le départ. Exactement, qu'on nous apprend pas, et ce sont les fondations de notre confiance en nous. On peut aussi tenir un journal de nos réussites, c'est-à-dire qu'il y a se le dire, mais on peut aussi l'écrire dans son journal où on a sa to-do list avec tout ce qu'on fait chaque jour. On peut aussi s'écrire, se faire un dessin en se disant tiens, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai réussi ou qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui. Et effectivement, rien que l'écrire, se le reconnaître de soi à soi,
ça fait beaucoup de bien et c'est comme ça aussi qu'on travaille sa confiance au quotidien. Complètement. Merci en tout cas pour tous ces conseils donnés pour gagner en confiance. C'est des petites choses, mais je pense effectivement que ça peut vraiment beaucoup apporter à ceux qui nous écoutent. Donc merci beaucoup Isabelle. Et merci. Je te souhaite vraiment une très belle continuation dans tes projets et au plaisir parce que je pense qu'on aura d'autres choses encore à échanger ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir. Pour contacter Isabelle ou en savoir plus sur les projets cités dans l'épisode, je vous mets tous les liens dans la bio. Je conclurai ici par cet appel de Céline Alix dans son livre « Merci mais non merci » que je vous invite vivement à lire. Je nous encourage toutes à dialoguer, à partager nos expériences, à nous épauler, à nous inspirer et à améliorer notre situation au travail par petites touches bienveillantes les unes envers les autres. Je nous appelle à expérimenter et démontrer chaque jour la puissance des femmes unies. Rendez-vous bientôt pour l'acte 3 qui abordera la femme dans sa dimension de mère et qui invitera les hommes et les femmes à réfléchir sur un nouveau modèle de société. À bientôt! Notre monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider notre monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts, vous pouvez partager les épisodes et vous abonner sur les plateformes désirées. Notre monde est entièrement produit gratuitement par mes soins, alors un peu de soutien, ça fait du bien. Je vous remercie et à bientôt!